They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. Le trophée Larry O'Brien tombe du ciel et pour le décrocher, il faudra viser les étoiles. Un partout entre Denver et Miami qui sont bien partis pour se livrer une lutte sans merci. Mieux qu'une bague de fiançailles, c'est une bague de champion qui fait rêver les deux formations. La cérémonie se passe sur le parquet et les hostilités sont bel et bien lancées. En cette période de finale, Adam Silver, le grand patron de la ligue, a fait une sortie remarquée. Il propose de réserver certaines compétitions internationales comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques aux moins de 23 ans. Les stars au repos pendant l'été, la jeune garde pour les remplacer. Bonne idée pour certains, incompréhension totale pour d'autres. On prend position dans le d'accord pas d'accord. 4 titres de champion NBA en 6 finales disputées. Les Warriors ont marqué l'histoire de la ligue ces dernières années. Cette saison, les champions en titre sont passés à la trappe dès les demi-finales de play-off. L'iconique general manager Bob Myers est parti. L'effectif commence à être vieillissant. La magie ne perd plus comme avant. Est-ce la fin de la dynastie des Warriors? On en parle dans le débat. Hype, épisode 31, saison 2. Bonjour à tous, bienvenue sur Sport en France, 50 minutes de hype NBA, de basketball de manière générale, puisqu'on va aussi parler un petit peu des Mets qui sont qualifiés en finale de Betclic Elite. On va accueillir pour ça un plateau de personnes qu'on a l'habitude de côtoyer dans hype. Et Paul Rouget, salut Paul. Salut. Comment vas-tu? Eh ben, très bien, même si l'heure est un peu matinale, on est toujours ravis d'être là, en pleine finale NBA et également de Betclic Elite, donc tout est parfait. Tout est parfait. Fred Weiss qui nous revient de Cannes. Il a monté les Cannes, les marches de Cannes, pardon. Il a monté les marches à Cannes. Alors l'heure n'est pas si matinale que ça, quand même. Ouais. Il n'est pas 4h du matin non plus. Non, absolument. Mais non, ravi d'être là. Il est là, ravi de t'avoir avec nous, ça faisait un petit moment. On va accueillir un journaliste, une voix de Beansport, vous l'entendez la nuit pour commenter les matchs de saison régulière et de play-off notamment. Fred Schwecker est avec nous, salut Fred. Salut, bonjour à tous. Bonjour. De Frédéric avec nous, merci d'être là Frédéric. Un plaisir. On sait que la hype de la NBA tu connais, moi j'ai envie de savoir quelle équipe te fait le plus hypé quand tu es au micro, quand tu fais ton travail. J'aurais envie de dire Miami, encore une fois cette année, c'est vrai qu'il y a eu de quoi se nourrir parfaitement avec cette équipe d'Ute, en tout cas depuis le début des playoffs. Ouais. Sinon, les équipes que j'aime bien suivre, hein, qui me font vraiment plaisir quand je vois que je vais les faire, Phoenix cette année a été une équipe qui m'a bien fait plaisir à suivre. Une équipe comme Minnesota, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est une équipe qui peut totalement imploser, mais également proposer des matchs incroyables. Donc, il y a quelques équipes comme ça où, quand on les a sur le planning, on se dit je pense qu'on peut passer une bonne petite soirée. Et juste un joueur, si tu en avais un, hype pour toi? Comme ça, là. Kyle Anderson. Non, un joueur hype... on va en parler tout à l'heure sûrement quand on fera le débat sur Team USA, mais à Anthony Edwards quand il est sur le parquet, c'est un joueur qui apporte énormément et qui peut apporter vraiment de la folie sur le parquet. Ouais. Ok, on va rester avec toi puisque tu travailles chez Beansport et vous suivez aussi la Betclic Elite et on va parler un petit peu des Mets, voire beaucoup parce que ça se passe bien pour cette équipe, cette jeune équipe coachée par Vincent Collet qui sera opposée en finale face à Monaco, la Roca Team, et on voudrait faire un focus sur la jeunesse. On parle beaucoup de Victor, mais un certain Bilal Koulibaly, ce jeune arrière de 19 ans, continue un petit peu de détonner et de progresser. On a justement la fiche qui présente un petit peu Bilal Koulibaly, quasiment 2 mètres, 104 kilos pour Bilal Koulibaly, c'est peut-être un peu moins, on ira rechercher. En tout cas, voilà, arrière ailier, première saison pro pour lui, et annoncé carrément en premier tour, en lottery pick, c'est-à-dire entre 1 et 15 et potentiellement 12, même si on sait que c'est en train d'un petit peu monter. Fred, tu l'as commenté, tu l'as sûrement vu. Qu'est-ce qui t'étonne le plus quand tu vois Bilal Koulibaly? Alors, moi, j'ai surtout cette image. Je me rappelle, on était au All-Star Game LNB. Ouais. Il était au premier rang et on nous a dit, lui, ça va être un futur crack. Et on avait fait son interview pendant le match. Et on sentait encore le gamin un peu hésitant, qui commence à avoir ses premiers micros en face de lui, etc. Ouais. Et je me dis, de voir ce visage-là d'un enfant, parce que c'est encore un enfant devant un micro, encore un peu bégayant, et aujourd'hui,
de voir la confiance qu'il dégage en demi-finale de Betclic. Je veux dire, le dernier match face à Lasvel, il a presque plié le match à lui tout seul. C'est lui qui fait les actions importantes, les actions fortes. Et je me dis, la progression en quelques mois, alors on va revenir, le niveau de la draft, c'est encore autre chose, mais le gain de confiance qu'il a pu avoir en une demi-saison, alors que l'année dernière, il était encore avec les espoirs, c'est une fulgurance incroyable. Un joueur qui a su profiter quand même de pas mal de blessures en début de saison, les Mets, une équipe un petit peu décimée, c'est vrai qu'il a quand même répondu présent. Fred Weiss, cette fois-ci, tu l'as aussi commenté, et notamment là, à Bercy récemment, Bilal Koulibaly, même question, qu'est-ce qui t'étonne dans la progression de ce joueur? C'est un joueur très intelligent, déjà. Et ça, c'est assez étonnant. C'est vrai que souvent, on dit qu'on est très fort physiquement en France, mais l'intelligence, ce n'est pas ce qui nous caractérise forcément. Je trouve que dès qu'il a eu des responsabilités, effectivement, il y a eu des blessés au Mets, dès qu'il a eu des responsabilités, il a été capable de bien défendre. Donc de s'asseoir déjà en disant « je suis un bon défenseur et quand je suis sur le terrain, on ne perd pas ou change en défense ». Et ça, c'est hyper important. Et effectivement, la transformation du petit gamin qui avait un peu peur, qui était un peu hésitant au départ, en ce qu'on a vu là sur le match 4 contre l'Asvel, c'est incroyable. Effectivement, quand c'est difficile, à la limite, on donne le ballon à Bilal et vas-y, débrouille-toi, quoi. Parce qu'il est capable de créer cette différence. Là où il est fort, c'est qu'à 18-19 ans, il n'en fait pas trop. Oui, c'est ça. Il pourrait parfois se dire, justement, on me fait monter de plus en plus. Il est déjà juste dans ses intentions, quoi. Voilà, il sait ce qu'il a à faire, il sait sur quoi Vincent Collet l'attend. D'où ce que je dis, l'intelligence. C'est ça. Il est vraiment très intelligent dans l'apport et le rapport qu'il a avec Vincent Collet. Il sait ce qu'il doit faire pour être sur le terrain. Il le fait très bien. Il force très très peu souvent. Il fait très très peu d'erreurs. Et défensivement, par contre, c'est toujours très carré. Donc très 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 impressionnant. Les éloges de Vincent Collet suite à la qualification des Mets en finale, vous avez sûrement dû entendre ou lire les déclarations du sélectionneur national sur Bilal Koulibaly. Les éloges aussi de Victor Wembanyama, qui le voit quasiment top 10 de la draft, voire top 5. Il l'a tweeté récemment et vous voyez le tweet s'afficher. Paul, tu suis aussi la saison des Mets. Top 10, top 5 ? Top 10, alors selon la dernière mock draft de Bleacher Report qui est parue sur NBA.com hier soir, il est même 11e choix, c'est-à-dire au Orlando Magic. Donc il progresse. Un top 10 n'est pas à exclure, mais oui, c'est vrai que comme le disent les deux confrères, c'est vraiment une progression impressionnante. En plus, il a aussi la tête sur les épaules. C'est vraiment. On pense que top 10, c'est largement faisable, je pense. D'accord. Bien couvé par Vincent Collet. C'est-à-dire que quand on regarde le coaching de Vincent Collet, dès que Bilal va faire une ou deux erreurs, il le sort, il le recadre tout de suite. Il ne lui laisse pas le temps, entre guillemets, de gamberger sur le parquet. Et c'est important aussi, on parle de l'explosion de Bilal, mais tellement bien encadré dans cette équipe des Mets que ça permet également cette progression. Un mélange de jeunesse et d'expérience, effectivement, avec des joueurs comme la on le voit vraiment qu'il couve les jeunes. Alors Victor, c'est un garçon très intelligent, il est couvé et c'est super bien fait. On vient de parler de Bilal Koulibaly. Et moi, je trouve que Ahmed Traoré, il ne faut pas non plus négliger le travail d'Ahmed Traoré, parce que vraiment, lui aussi, il est impressionnant. Il a été blessé, il est revenu, il apporte ce qu'il a apporté. Après, mon seul petit bémol, c'est sur Hugo Besson, qui est vraiment dans le dur, vraiment dans le dur. Mais je suis certain que sur la finale, il trouvera sa place. Un mot sur Victor quand même. On l'a vu en demi-finale avec des stats peut-être un peu en demi-teinte par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir en saison régulière. Moi, je voulais t'entendre, Fred Schwecker, sur la potentielle arrivée de Victor Wembanyama du côté des Spurs, une famille qu'on connaît bien ici en France. Est-ce que tu penses que c'est le bon endroit pour l'éclosion de Victor ? Alors, pour moi, ça va être le bon endroit. Ça va dépendre de la durée de présence de Greg Popovich et qui va remplacer Greg Popovich. On commence déjà à parler d'un Steve Kerr qui pourrait prendre la place de Greg Popovich à la tête de San Antonio. Parfait, le package il est parfait. C'est un coach également qui fait confiance aux jeunes, qui est dans la lignée de ce qu'a fait Greg Popovich. Donc, il pourra éclore là-bas parfaitement. Et puis, là-bas, il y a tout à prendre en fait à San Antonio. Il n'y a pas un joueur qui sort vraiment du lot. Keon Johnson peut-être, mais il n'y a pas un joueur où on se dit, lui, c'est la superstar. Donc, Victor pourrait avoir des responsabilités rapidement, un peu comme aurait pu avoir un Chet Holmgren, par exemple, à Oklahoma City cette année, s'il ne s'était pas blessé avant le début de la saison. Ce sont un peu des joueurs qui sont sur le même profil. San Antonio, on connaît la culture. Effectivement, on connaît suffisamment le parcours de nos Français là-bas, notamment de Tony, pour savoir comment ils développent les jeunes Européens. Donc, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Maintenant, il faut le confirmer. Après, juste à lui de le faire, oui, bien sûr. Par rapport à San Antonio, c'est aussi pas un énorme marché.
ce qui lui laissera peut-être un peu plus le temps d'éclore. Il sera un petit peu moins mis sous pression que s'il tombait sur un énorme marché. Alors, pour le coup, ça pourrait devenir un plus gros marché avec l'arrivée. Avec le temps. De base, voilà, c'est pas le plus gros des marchés là-bas. Continue, messieurs. On va parler de l'équipe de France et notamment de Marine Joannès. On en avait parlé ici dans Hype, sa mise à l'écart par la Fédération française de basket. Elle a répondu, Marine Joannès, au micro, ou en tout cas au papier de RMC. C'était le 5 juin dernier. Je vous lis la déclaration et puis on essaie de discuter du cas Marine Joannès. Selon moi, on me prive de l'équipe de France. Je ne pense pas avoir été excessif dans ma demande et tout le soutien que j'ai reçu le prouve. Pour moi, il est clair que je n'ai pas fait de choix. Je n'ai pas fait de choix, oui, effectivement. C'est la fédération qui choisit de ne pas me sélectionner. Voilà la réponse donc de Marine Joannès. Qu'est-ce qu'on pense un petit peu de cette décla qui arrive quelques jours après le buzz fait autour de son cas? C'est du factuel. Voilà, c'est pas le cas choisi, c'est la fédération. Maintenant, elle renvoie la balle à la Fédé. Vous m'avez pas choisi, ok, mais maintenant, entre guillemets, assumez votre choix. Ça discutait autour de Paris 2024 aussi par rapport au choix qu'elle a pu faire en Marine Joannès. C'est ce qui est annoncé. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un pack. Tu faisais l'Euro et tu enchaînais forcément sur les JO. Et si tu enchaînais pas si tu faisais pas le pack entier, tu faisais rien. Okay. Et moi, je suis très inquiet. Justement, pour justement de ne pas avoir Marine Joannès, je peux te dire qu'à New York, on l'aime bien. Hein. On l'apprécie beaucoup. En WNBA, elle a une vraie hype. Bien sûr. Et nous, on n'est pas capable de trouver une solution, un deal pour avoir cette joueuse dans l'équipe. Je trouve ça un peu dommage quand même. Paul, est-ce que tu penses qu'on pourrait se priver de Marine Joannès Je l'espère pas. Enfin, j'espère que la Fédé saura se montrer un peu plus conciliante, un peu plus coulante et qu'on pourra trouver une solution pour l'an prochain. Mais c'est vrai qu'à New York, ils sont tellement ravis de l'avoir. D'ailleurs, ils ont posté un message sur Twitter pour son retour avec un clin d'œil à Michael Jordan. Je suis revenu en français dans le texte. Et puis, elle a montré un impact dès son premier match là-bas. Donc là, pour elle, l'Euro est loin, quoi. Mais bon, il faut vraiment qu'elle revienne l'an prochain, quoi. Très grosse équipe des New York Liberty avec Brianna Stewart qui a rejoint cette équipe. Ça devrait aller loin. Cette saison, on suivra Marine Joannès aussi à l'été. Elle est lucide, Marine, quand même, concernant son cas pour les Jeux 2024. Je vous lis la suite donc, de sa déclaration, toujours pour RMC. Si on suit les nouvelles règles, je ne suis pas éligible pour les Jeux Olympiques, mais j'espère que la Fédération reviendra là-dessus. C'est important que l'on trouve des solutions pour faire évoluer les choses. Il faut prendre en compte que la WNBA attire de plus en plus de nouvelles générations. Je pense que dans le futur, il y aura d'autres joueuses françaises dans ma situation. Donc, est-ce que la Fédé ne peut pas prendre justement... C'est comme avec les garçons. Il y a eu au début les balbutiements, quand il y avait Tony, qu'il y avait Boris, qu'il fallait gérer les cas d'assurance, etc., pour qu'ils puissent venir jouer avec l'équipe de France, etc. Oui, avant c'était avec la NBA, maintenant c'est avec la NBA et la WNBA que la Fédé va devoir composer pour gérer tout ça. Ce qui me paraît incroyable, c'est qu'on a ce vécu maintenant. Parce que finalement, c'est la même situation, sauf que c'est pour les filles. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à gérer de la même manière. Effectivement, on a eu des balbutiements. Moi, je peux entendre qu'au début, ce soit un peu compliqué. On a envie de trouver la bonne solution. Sauf qu'on l'a trouvé pour les garçons. Ce que dit Marine Joannès, c'est qu'il y a d'autres joueuses. Elle demandait juste une semaine. Et d'autres joueuses seront peut-être potentiellement dans ce cas-là dans les années futures. Donc est-ce qu'il ne va pas falloir prendre la globalité un petit peu des cas et s'adapter? C'est un peu le souci, effectivement. Il faut arriver à trouver une règle, une charte qui puisse prendre en compte à la fois les nécessités NBA, WNBA et les nécessités de l'équipe de France. Quand tu parles de soucis, Fred, moi je te rejoins, mais à moitié, parce que finalement, est-ce que c'est un souci de se dire qu'on va avoir parmi les meilleures joueuses du monde? Je ne sais pas, on devrait plutôt être fiers bien sûr, et gérer sur ça. Non, mais tu veux dire le souci de la gestion de tout ça. Normalement, ça ne devrait pas se poser la question. Voilà, c'est ça, la question devrait même pas se poser. À la fédération de trancher, c'est effectivement un cas qui est ouvert et je pense que ça reviendra sur le tapis, malheureusement, à l'été 2024 ou un petit peu avant. On avance, messieurs, je voudrais qu'on reste sur les Français, qu'on parle du bilan des Français de NBA. On vous a préparé deux catégories de Français, ce que nous, on a appelé les tauliers avec Nicolas Batum, Rudy Gobert et Evan Fournier. Et on a mis dans une autre catégorie Killian Hayes, Théo Maledon et Franck Ntilikina. Il y a aussi Ousmane Dieng. Alors, voilà, les deux tableaux viennent de s'afficher. On peut revenir juste sur le premier. Paul, selon toi, parmi les trois, lequel a fait une saison la plus aboutie, la plus hype? Donc Nico Batum, Rudy Gobert ou Evan Fournier?
On va dire le moins pire, hein, malheureusement, parce que c'est une saison compliquée pour les Français. Rudy, on en attendait évidemment plus chez les Wolves. Hein, ça a été un peu compliqué pour lui. On va dire que ça reste quand même lui qui a fait la meilleure saison des trois, qui a le plus de temps de jeu, qui a participé au plus de matchs. Mais globalement, ça reste quand même une saison décevante. Et encore plus, évidemment, pour Evan Fournier, saison cauchemardesque. Cauchemardesque, oui, qui n'a pas vu le terrain depuis quasiment le Star Game ou un petit peu avant, mais le décembre. Justement, Fred, est-ce que Evan Fournier est éligible pour être dans l'équipe de Vincent Collet cet été, vu le peu de matchs qu'il a fait? Bien sûr. On parle du cas de Marine Johannes. On ne peut pas se passer d'Evan Fournier en équipe de France. C'est un cadre de l'équipe de France. Alors oui, il va falloir reprendre du rythme, mais bon, ça reste un professionnel. Je pense que depuis le mois de décembre, il n'est pas en train de se tourner les pouces et de se goinfrer, de prendre du poids. Enfin, ça reste un professionnel qui connaît le basket, qui sait comment réactiver son corps. Et il y a encore du temps pour la Coupe du Monde, c'est fin août. Donc il y a encore le temps pour se remettre en rythme, il y aura des matchs de préparation. On ne peut pas se passer d'Evan Fournier. Et moi, je ne serais pas aussi dur sur la saison de Nico Batum. Alors oui, on regarde la ligne de... Mais Nico, c'est tout le temps ça. On regarde la ligne de stats, on se dit, bon, pas terrible. Par contre, l'impact qu'il a eu sur le jeu, quand on sait qu'il a dû gérer des fluctuations entre Paul George, Kawhi Leonard, là, pas là, load management, etc. Il a toujours répondu présent, il a toujours été là, il a fait quelques gros matchs aussi cette année. On a retrouvé parfois du Nico Batum, époque Portland. Très explosif. Je suis moins sévère sur la saison de Nico Batum. Bonne saison. Rudy Gobert. Juste pour revenir à Evan Fournier, moi je suis plutôt presque content qu'il fasse cette saison, parce que ça veut dire qu'il aura le couteau entre les dents au mondial. Je peux vous dire, attention. C'est vrai que c'est un joueur de caractère et qui sait souvent répondre quand il est un petit peu comme dans ce type de situation. Un mot avec toi, Fred, sur Rudy Gobert. On en avait parlé ici. Quand il s'était un petit peu poussé avec son coéquipier Kyle Anderson. Comment on analyse à froid maintenant la saison de Rudy Gobert qui fait quand même play-off avec son équipe Saison compliquée, quand même. Ultra compliquée, bien sûr, parce qu'effectivement on en attendait forcément plus. Il ne fait pas énormément de contres. En plus, son remplaçant à Utah fait plutôt une bonne saison. Enfin, c'est un peu compliqué. Pareil, je ne serais pas si... Non, mais c'est un peu compliqué quand même. Concrètement, par rapport à l'attente, par rapport à l'état d'esprit dans l'équipe. Non, mais il y a un changement d'équipe pendant l'été. Il y a un changement de système défensif. Ça ne défend pas du tout de la même manière à Minnesota qu'à Utah. Utah, tout le monde orientait les attaquants sur lui. Minnesota, personne n'oriente nulle part. Donc, vous vous attendez à jouer dans la raquette avec Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, il n'est pas là les 3 quarts de la saison. Donc, du coup, il y a des choses... Moi, j'attends l'année prochaine. Moi, j'attendrai l'année prochaine pour... On a senti qu'il était un peu frustré par moment, quand même. La preuve, sur l'intercation, par exemple. Mais comme l'année dernière, mais parce que c'est les playoffs, parce que, je veux dire, on s'est tous embrouillés avec un coéquipier à un moment parce qu'il y a quelque chose qui allait pas. Non, il y a des gens qui sont beaucoup plus raisonnables. C'est très bien. Mais voilà, moi, j'attendrai l'année prochaine pour lui. Bon, un petit mot sur Rudy Gobert, peut-être toi avec Paul. Il n'a pas encore donné sa décision quant à sa participation à la Coupe du Monde. Voilà. Ça devrait intervenir, selon mes informations, en juillet. Est-ce qu'on a de bonnes chances de voir Rudy Gobert avec... Vincent Collet l'espère ardemment. En tout cas, il l'a encore répété. Il a rappelé aussi que c'était le 28 juillet, le début du stage à Pau. Donc ça lui laisse encore le temps de faire son choix. Mais donc on espère évidemment. C'est une pièce maîtresse. Et il parle de l'importance dans le vestiaire également. Et surtout, qui derrière s'il n'est pas là. Parce qu'il y a aussi Wembanyama. On ne sait pas encore s'il pourra jouer le mondial. Ça va dépendre des Spurs. Même si à l'intérieur, j'ai l'impression qu'on a peut-être l'une des meilleures générations de notre histoire. Il est encore facile qu'il soit là. Si Rudy n'est pas là, si Wemby n'est pas là, on parle même pas du cas Joel Embiid. C'est pas le même acabit. Toi qui as joué à ce poste-là, mais un Vincent Poirier, un Fall, ça peut peut-être nous aider. Honnêtement, c'est hyper intéressant, bien sûr, mais en backup. Okay. Effectivement, on a cité les joueurs qui devraient être les titulaires et étaient au summum du summum. Ensuite, c'est un cran en dessous, même si c'est très bon, c'est quand même un cran en dessous. Allez, un mot sur la relève, potentielle relève. Donc 3 noms, je vous les redonne. On essaie d'aller vite là-dessus. Hayes, Kylian, donc qui joue à Détroit. Théo Maledon du côté de Charlotte et Frank Ntilikina du côté de Dallas. Mais on a surtout mis en valeur Ousmane Dieng. Donc on va parler d'Ousmane Dieng. Parmi les 3 messieurs, Fred, on va commencer par toi, Fred Schwecker, qui tu vois un peu le plus émerger dans un projet, peut-être Détroit avec le nouveau coaching staff. Oui, on a l'impression que Détroit a décidé d'arrêter de tanker. Okay. En faisant venir Monty Williams avec cet énorme contrat. Kylian a montré, quand il avait du temps de jeu, qu'il pouvait faire des choses, mais ça reste dans une équipe de bas de classement, ça reste dans une équipe qui manque de structure.
faut voir avec le retour de Kate Cunningham comment il va être utilisé, comment Monty Williams va vouloir l'utiliser aussi, si le gars, s'il est toujours à Détroit, parce que d'ici le mois d'octobre, ça va encore beaucoup changer. Surtout si Détroit décide d'upgrader un peu leur roster, il peut être une belle pièce d'échange justement dans un package. Il peut être une bonne monnaie d'échange, Kylian. Après, voir où il atterrit, mais il n'y a pas de tout acheté chez Kylian sur l'ensemble de la saison. Il y a même beaucoup de bonnes choses. À prendre. Mais malheureusement, c'est son manque d'adresse. Voilà, le manque d'adresse, il est catastrophique. Après, par contre, il arrive à distribuer le jeu. On voit qu'il est capable de faire des passes. Quel est son poste vraiment là? Parce que est-ce qu'on sait dire quel joueur c'est? C'est un poste 1. Moi, je dirais que c'est un meneur. C'est un vrai. Un organisateur. Et au contraire, capable d'organiser, capable de donner le ballon où il faut. C'est presque un Ben Simmons sans le physique. Ouais, c'est ça, un peu. Belle métaphore. Et tu sens que le mec connaît bien la NBA. C'est beau. Quand on sait que le physique de Ben Simmons le tient en NBA, je ne sais pas si c'est vraiment... Bref. Et puis, comme le dit Fred, il est à moins de 30% à 3 points quand même. C'est quand même rédhibitoire. On va voir si Monty Williams fait ce qu'il veut en faire. Mais donc, pas de ces trois-là à la Coupe du Monde, on est bien d'accord? Malédon, peut-être, en sortie de banc. Après, Malédon, ça a été tenté déjà. Ça a très bien marché. Et au contraire, apparemment, son attitude n'a pas tellement plu au staff. Après, j'ai envie de vous dire, ça va dépendre aussi, pour ceux de là, en tout cas, pour Hayes et Malédon, du cas de Thomas Hurtel. Est-ce que vous prenez Thomas Hurtel ou pas pour la Coupe du Monde? Parce que Thomas Hurtel est devant dans la hiérarchie. Donc si vous ne le prenez pas, peut-être qu'il pourrait prendre... Non, moi je suis persuadé que la fédération a décidé qu'avec les Russes, on ne négociait pas, quel que soit le projet. Il ne reste pas éligible. Il ne sera pas éligible. Pour l'instant, il n'est pas... une ligne de conduite. Pas éligible, effectivement. Il va falloir suivre aussi le cas de Thomas Hurtel. Ça peut être aussi un élément... déterminant, je pense. Et alors sur Ousmane Dieng, il a quand même été blessé au poignet. Enfin, il y a quand même eu, donc c'est pour ça qu'il a fait des allers-retours avec la G-League. Mais ça reste quand même prometteur. Il a fini très fort, même si c'était le dernier match de la saison, un match de G-League contre Memphis, parce que tout le monde faisait tourner. Mais je trouve qu'Ousmane Dieng, faut le suivre de près. Ok, à suivre. Merci Paul pour cette précision. On va ouvrir la première chronique de notre émission après 20 minutes. Le d'accord, pas d'accord. Des hommes bavards aujourd'hui, c'est très bien. On va discuter un petit peu de la déclaration d'Adam Silver, le big boss, le patron de la NBA, qui protège ses intérêts ou pas. On va en discuter bien sûr ensemble. Chaque été, on va dire tous les étés, les équipes nationales se réunissent et donc ça ne fait pas exception à Team USA, qualifié pour la Coupe du Monde 2023. Et à ce propos, le commissionnaire de la NBA est sorti dans la presse pour se positionner concernant la participation de ces joueurs, en tout cas des joueurs de la NBA, à cette compétition. Et je vous lis donc cette déclaration, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. On devrait travailler avec notre fédération et qu'il s'agisse de la Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, peut-être avoir une compétition où l'âge est illimité et où les meilleurs joueurs jouent et l'autre avec les meilleurs joueurs de moins de 23 ans ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas facile à lire, mais vous avez compris. L'idée, c'est de savoir si effectivement il ne faut pas limiter l'âge de participation à la Coupe du Monde et aux autres compétitions internationales. Pour la déclaration d'Adam Silver, ça semble être intéressant de limiter l'âge de participation. Est-ce que Fred, tu es d'accord avec Adam Silver ou pas? On va dire que je suis d'accord. Tu es d'accord? Fred Weiss? On va dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ok, donc on lance un duel entre vous, messieurs. 30 secondes pour exposer vos arguments. Et puis Paul viendra alimenter un petit peu tout ça de ses réflexions et de ses lumières. Alors, on va dire que je suis d'accord. Parce que la NBA a fait le taf. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert le champ des possibilités en 92 pour vendre la NBA au monde, ce qu'avait fait David Stern. Maintenant, il n'y a plus besoin de vendre la NBA. La NBA, tout le monde connaît, c'est ancré dans la tête de tout le monde. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir une Team USA avec les plus grandes superstars pour gagner, entre guillemets, pour vendre la NBA. Il suffira de suivre la NBA, c'est ce que veut Adam Silver. Et dans les compétitions de Coupe du Monde ou quoi que ce soit, on a souvent vu des équipes américaines arriver avec des joueurs très jeunes qui n'étaient pas encore au sommet de leur art. Je prends l'exemple de 2014 en Espagne, Anthony Davis, James Harden, ce sont des joueurs qui étaient à en devenir, qui n'étaient pas encore les superstars qu'elles sont devenues par la suite. Donc ça permet également de montrer aux gens les futures stars de la Ligue, et Anthony Edwards en est le plus bel exemple. Très bien, on enchaîne avec Fred. Je vais prendre le contre-exemple de Fred, justement. Oui. Moi, je pense que 92 a été très important. Il faut se rappeler d'où tu viens.
les gens ont reconnu la NBA grâce à 92, grâce aux Jeux Olympiques, et je trouverais ça désastreux de priver tous ces gens qui ne regardent pas la NBA toute l'année, mais par contre qui sont fans de ces superstars, de retrouver l'équipe, la Dream Team, une forme de Dream Team aux Jeux Olympiques. Je trouverais ça incroyable de dire qu'on n'envoie pas les meilleurs joueurs. Pourquoi ne pas envoyer les meilleurs joueurs? C'est-à-dire que tu prives les gens de ce moment où tu peux communier avec eux, peut-être les voir quand tu es dans le pays, ce que tu ne peux ne pas faire pendant la saison. Et après, on est un sport à maturation lente. On est plus fort quand on a 28 que quand on a 23. C'est comme ça, c'est le basket. Et je préfère voir les joueurs dans leur plénitude. Merci. Sur le buzzer, monsieur. C'est un métier. Comme d'hab, l'expérience de l'ancien joueur de haut niveau que tu es. Paul, ton avis sur les arguments des deux Fred? Les arguments se valent et sont corrects, hein, la plupart. Mais Il veut pas s'embrouiller. D'accord. Voilà. Non, je suis plutôt d'accord avec mon voisin. Et c'est vrai qu'en plus, là, le prochain mondial, on voit l'équipe qui se prépare. Ce n'est pas les plus grands noms, hein, comme il y a beaucoup de jeunes prometteurs. Pour les donner, Brandon Ingram. Ça vient de sortir aujourd'hui, effectivement. Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Michael Bridges, Bobby Portis, Austin Reeves et donc Jaren Jackson Jr. Voilà, meilleur défenseur de l'année, Austin Reeves, un des meilleurs joueurs de cette année. Ça te plaît? C'est une équipe hype pour toi pour l'instant ou pas? C'est jeune, on va voir qui va la compléter. On parle de Draymond Green, on va voir, il n'y aura pas LeBron, c'est sûr, Steph Curry, ça sera étonnant aussi. On va voir ce que ça va faire, mais si jamais cette équipe-là s'incline, ne gagne pas le mondial, je pense que cette idée d'Adam Silver, elle va être balayée de manière assez rapide. Hein, Après, je me demande s'il n'y a pas aussi une notion un peu de sanction, entre guillemets, de la part d'Adam Silver, c'est-à-dire à chaque fois, le problème se pose. C'est-à-dire, Coupe du Monde, les stars ne viennent pas. Par contre, tout le monde répond présent quand il faut aller jouer les Jeux Olympiques. Est-ce que ça ne veut pas dire, en gros, de la part d'Adam Silver, vous ne voulez pas faire la Coupe du Monde, vous ne voulez pas, justement, vendre votre produit NBA, représenter votre pays pour la Coupe du Monde? On va faire en sorte que vous ne le fassiez pas pour les Jeux Olympiques. Dire comme la Fédération française avec Marine Joannès, qui dit tu viens pas pour le championnat d'Europe, tu viens pas pour les... Okay. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion-là aussi, peut-être? Sûrement, ouais, mais est-ce que maintenant, les compétitions internationales sont, comme à l'époque, le meilleur outil de promotion de ton produit? J'ai l'impression que non. C'est ce que je disais. Moi, je pense que oui. Mais bien sûr que oui, parce que tu as eu un pôle de stars qui se déplacent, c'est-à-dire que tu peux les voir vraiment. C'est-à-dire qu'aux Philippines. Oui, mais ils sont déjà stars avant qu'ils arrivent. Oui, je suis d'accord, sauf aux Philippines, tu peux aller voir un match où tu vois toutes les stars en même temps. Est-ce que c'est des gens qui seront allés voir un match NBA réellement ou ils l'auront vu juste à la télé? C'est pas pareil. Oui, non, être sur place et le voir à la télé. Tu gagnes quand même en. Enfin, tu vois, il y a un feeling qui est différent. Oui, mais c'est toujours le même problème, c'est que sur les Coupes du Monde. Personne se bat après même si on ne limite pas l'âge, il y a personne. LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant n'iront pas. Alors que oui, tous les 4 ans, vous avez le package de stars, mais c'est que tous les 4 ans. C'est vrai. 7e lors de la dernière édition de la Coupe du Monde, quand même, Team USA, donc c'est quand même un résultat un petit peu lointain. Est-ce qu'avec cette équipe, je reviens encore sur le roster, là, quelques noms qui sont sortis, donc Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards avec mon micro qui tombe, Michael Bridges, Bobby Portis, Austin Reeves, Jaren Jackson Jr. et Brandon Ingram. Est-ce que sur le plan de la compétition pure, cette équipe donne des garanties, même si elle n'est pas encore finalisée? J'ai envie de vous dire, oui, déjà, il faut voir comment ça va se compléter, déjà, et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, les compétitions internationales sont tellement ouvertes. Combien de fois on a vu une Team USA en disant « Ah, c'est pas mal, ce qu'il y a sur le papier », et au final, se faire sortir par l'équipe de France en quart de finale. Donc, j'ai envie de vous dire, une Team USA aujourd'hui n'apporte plus aucune garantie, sauf si vous arrivez avec tous les gros bras. Imaginez, vous faites le même roster et vous y rajoutez Joel Embiid à l'intérieur, ça n'a plus du tout le même visage. C'est le gros problème, l'intérieur, justement, de cette équipe, parce qu'on se souvient Bam Adebayo, qui n'est pas un vrai pivot, qui mettent à l'intérieur. Ils n'ont plus de pivot vraiment dominant. Compliqué. Sauf s'il rappelle Dwight Howard qui a l'air de bien s'éclater. Voilà. Ou de Marcus Cousins. Qui viendrait peut-être, d'ailleurs, les deux, si jamais. Ils seraient capables de venir. Oui, ils sont rien à faire de l'année. Ça les exposerait un petit peu. Il n'est pas loin, Dwight Howard, en plus, il est juste à côté. Donc. Bon, affaire à suivre, Coupe du Monde à la fin d'été. Ça commencera autour de la dernière semaine d'août. Ouais. Bon, l'équipe de France va se régaler sur une des équipes, effectivement, pas loin d'être favorite. Et ce sera diffusé chez vous. Sur beIN Sport, voilà, bien sûr, comme l'Euro, comme la Coupe du Monde, les matchs de préparation. Comme la LNB, comme la NBA, comme la NBA. Tout le basket est sur beIN Sport. En tout cas, une très, très grande partie. Donc rendez-vous à la fin d'été, puis on en reparlera bien sûr nous ici ensemble. On va avancer dans notre émission et parler des Warriors dans le débat de la semaine.
Est-ce la fin d'une ère pour les Warriors battus en demi-finale de conférence par les Lakers de Paul, on peut le dire, et surtout de LeBron James. Est-ce que la dynastie... Je suis pas méchant contre Paul, mais je pense que c'était plus de LeBron James. Je suis pas pour grand-chose. Voilà. Bon, il supporte. Super taf. Il se lève la nuit pour regarder les matchs. C'est déjà ça. Donc battu en demi-finale de conférence Ouest, est-ce la fin d'une ère pour les Warriors? Tant on sait que leur GM, Bob Myers, président et général manager, on rappelle que le rôle de général manager est un peu un rôle de directeur sportif, comme on peut le voir ici donc en Europe et en France, n'a pas souhaité continuer l'aventure. Il était en fin de contrat à Bob Myers, donc vous voyez un petit peu son bilan à la tête de l'équipe. Donc devient président et GM en 2011. 2011-2012, draft de Green et de Klay Thompson, donc deux joueurs légendaires. Nomme Steve Kerr comme coach en 2014. Et signe Kevin Durant en 2016. Et sur le palmarès, donc il y a 4 titres de champion, 2015, 2017, 2018, 2022, et 2 fois meilleur dirigeant de l'année 2015-2017. Est-ce qu'avec le départ, Fred, de Bob Myers, ça signe un peu la fin de l'hégémonie, voire de la dynastie des Warriors? Alors, je ne sais pas si c'est le départ de Bob Myers qui signe, entre guillemets, cette fin de cycle pour les Warriors, mais c'est un vrai signe. C'est-à-dire que on a senti pendant toute l'année que Golden State n'était pas au même niveau. Ce qui s'est passé avant le début de la saison, l'altercation Jordan Poole, Draymond Green, déjà étaient un peu les prémices d'une saison qui s'annonçait compliquée en interne. Je pense qu'on ne sait pas tout, et c'est peut-être mieux comme ça. Je pense que Bob Myers aussi s'est enlevé pas mal d'épines de la tête, ou du pied, ou dessous tout ce que vous voulez, parce qu'il faut re-signer peut-être Draymond Green. Est-ce que vous le re-signez ou pas? Est-ce que vous faites des trades durant l'été? Est-ce que vous changez l'effectif? Et ça, c'est des choses, je pense, personne ne veut le gérer. Parce que cette maison est tellement clean depuis une décennie, un peu moins, on va dire une décennie, qu'on n'a pas envie de tout chambouler. Et je pense qu'il n'a pas voulu s'occuper de ça, Bob Myers. Il a dû dire, voulu prendre la responsabilité. Je passe le bébé au prochain. Bon, le départ de Bob Myers, est-ce qu'on est surpris, Fred? Et quelle incidence ça a sur l'été, justement, à venir des Warriors? Alors, surpris, je ne sais pas, mais je comprends exactement ce que dit Fred et je suis assez d'accord avec lui. Ça roule. Des fois, ça me fait peur. Non, mais ça roule, ça ronronne un petit peu du côté de Golden State, c'est tranquille. C'est un peu la merde, vous pardonnez l'expression. Ben, je me casse, quoi. Ouais, tu vois, c'est un peu. Ça sent pas bon. Ben, ça sent pas bon parce que de toute façon, l'équipe est vieillissante. Enfin, en même temps, tout le monde l'a remarqué, l'équipe est vieillissante. Ils ont fait le plus gros de leur carrière. Donc, ce qui reste, ça va être plus compliqué. Alors, la justification de Bob Myers, c'était le 31 mai dernier pour ESPN. Ce travail exige un engagement et un effort total à 1000%. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne devriez pas le faire. C'est la réponse à la question pourquoi. Donc, on lui a demandé pourquoi. En même temps, il ne va pas te dire je n'ai pas envie de gérer les problèmes. Bien sûr. C'est pas logique. Mais je pense concrètement que c'est compliqué pour Golden State. Il va falloir trouver des solutions maintenant et qu'il avait peut-être plus envie, il n'est peut-être plus aussi focus dans sa tête pour le faire. Ce qu'on a vu sur le terrain, c'est ce qu'il dit aussi, c'est-à-dire il y a peut-être une forme de lassitude aussi. Voilà, ça fait depuis 2014-2015 que ça roule bien, que tout va bien. Là, ça roule moins bien, une forme de lassitude, dur de repartir sur un cycle. Bon, peut-être que ce qu'on a vu de la part des joueurs, Bob Myers s'en est le symbole avec ce départ. Il voulait prendre du recul depuis quelques temps déjà, donc se rapprocher de sa famille, de ses 3 enfants, donc c'est pas une grande surprise. Et il a un peu préparé quand même ce départ, notamment avec Mike Dunleavy Jr. qui est annoncé comme son potentiel remplaçant, plutôt que le fils du proprio, parce que bon, ça ferait un peu népotisme à l'époque des Nepo Babies qu'on a croisés à Cannes notamment. Alors de ce que j'ai entendu, ça serait un aigle à 2 têtes. Mais, oui, il parle de... Donc Sean Livingston également, qui est aussi un poste, donc ça serait plutôt de la promotion interne, donc ça serait dans la continuité. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que cette promotion interne serait en capacité de gérer l'été qui va arriver? Alors, il a dit il est sous contrat Draymond Green, Klay Thompson, il est sous contrat jusqu'au 30 juin, Bob Myers. Donc il va quand même aider, il va garder un rôle un peu secondaire, même lors de la draft. Donc il va quand même rester jusqu'à la fin du mois. Il a dit qu'il était prêt à aider à la prolongation de Draymond. Donc il est très proche de Mike, enfin il est pote avec tout le monde, de toute façon il est pote avec Steve Kerr, et un peu moins. Donc faut voir. Allez, le palmarès du Big Three, assez unique. Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, 4 titres, 6 finales, 19 sélections All-Star, 12 sélections dans les All-NBA Team, 2 titres de MVP de saison régulière pour Steph Curry et un de Final
également NBA, plus un titre de meilleur défenseur. Ça, c'est pour Draymond Green. Voilà un petit peu le Big Three. On peut enchaîner tout de suite avec la situation contractuelle, parce qu'il faut se pencher aussi un peu sur le cas de Steph Curry. Donc, c'est un contrat jusqu'en 2026. Donc, a priori, ça ne va pas bouger. 53 millions par saison. Klay Thompson a encore un an de contrat et il est éligible à une prolongation là, dès cet été. 40 millions là, pour la saison prochaine pour Klay Thompson. Jordan Poole qui va rentrer dans son nouveau contrat. Donc la saison prochaine, avec 35 millions par saison, il sera présent, en tout cas dans l'effectif, jusqu'en 2026. Draymond Green, donc il va entamer sa dernière saison à 27 millions. Et il a une player option. Donc il peut décider d'activer son contrat ou de sortir de son contrat et de tenter d'avoir un contrat plus long ici ou ailleurs. 220 millions de masse salariale, messieurs, pour l'intégralité, bien sûr, de l'effectif. Qu'est-ce qu'on fait? 2 ans à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait avec cet effectif, Steph? On n'y touche pas. Mais après, j'ai l'impression que Klay Thompson, Jordan Poole et Draymond Green, il va falloir faire un choix entre les trois. On fait quoi? Alors moi, je suis pas le GM, hein, sinon je me prends candidate pour le GM des Warriors, mais s'ils décident de prolonger tout le monde, de sortir la planche à billets et de prolonger tout le monde, ben, j'ai envie de dire que ce serait presque une bonne idée parce qu'on a envie de voir jusqu'où va aller ce cycle, de voir mourir finalement ce cycle ensemble, de les voir ensemble. Ouais, est-ce qu'on serait content de les voir complètement dégringoler et voir discuter vivre l'aventure jusqu'au bout, voilà. Après, finir ensemble, quoi. La fameuse last dance, quoi. Oui. Voilà, peut-être pas les prolonger peut-être autant, mais un peu moins, sur une durée un peu plus courte, etc. Soit vous dites, vous gardez Steph Curry, et puis vous cassez par contre tout ce qu'il y a autour. Mais là, ça deviendrait de la reconstruction qui pourrait valoir très très cher. Ça dépend comment vous reconstruisez, parce que je pense qu'il y en a certains... Après, on sait rien, mais je pense que du côté de Boston, on doit avoir un petit œil de ce qui se passe dessus aussi. Imaginez, vous faites un petit trade Jaylen Brown qui arrive à Golden State, vous envoyez un Jordan Poole et un Draymond Green dans des sign and trade du côté de Boston. Du coup, vous pouvez avoir un duo Steph Curry et Jaylen Brown. Ce n'est pas vraiment de la reconstruction, pas du tout même, mais vous avez un effectif qui est un petit peu rajeuni et qui pourrait repartir sur un nouveau cycle. Tout est possible. Franchement, cet été des Warriors, c'est l'été de tous les possibles. De tous les dangers même. De tous les dangers aussi. Jordan Poole, Paul, est-ce que c'est un joueur sur lequel il faut compter pour les saisons à venir? Tant on l'a vu peut-être un petit peu avoir du mal à fitter avec la dimension un peu collective de l'équipe. Il y a un an, je t'aurais dit oui, et aujourd'hui, je te dis non, parce que on voit les playoffs qu'il fait. Il regarde les matchs, voilà. On fait notre métier. Et c'est ça. Et c'est le problème, c'est la culture de l'instant. Mais là, pour lui, ça dure quand même sur plusieurs mois. Et puis, bon, il y a eu l'altercation, même si c'est la victime pour le coup avec Draymond Green. Est-ce qu'ils peuvent encore continuer? Oui, ça, ouais. Vraiment, mais il a prouvé, moi je trouve que Jordan Poole a montré que quand Steph Curry n'est pas là, il est capable de prendre les choses en main, même s'il y a eu des moments compliqués. Moi je trouve qu'il est capable, mais il n'est pas capable tout le temps. C'est-à-dire pas assez régulier. Mais il manque de régularité. C'est pour ça, est-ce que vous misez sur lui ou pas? C'est un énorme contrat quand même. Après, à sa décharge, il a quand même été starter, après je sors du banc. Enfin, il a dû s'adapter aussi à des rôles évidemment, des demandes de son coach différentes. Quand on le voit, on se dit quand même que le mec a un potentiel énorme, et sa régularité, elle est quand même vachement à travailler. Est-ce qu'un an avec Draymond Green dans le même vestiaire, ça peut se faire aussi pour Jordan Poole? Ils l'ont fait cette année. Un an de plus. Mais est-ce que cette année, c'était pas le plus dur finalement? Parce qu'enchaîner et dans la foulée, tu prends une pêche et finalement tu joues avec lui, maintenant cette année, c'est la routine. Une année de plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà fait en fait. Ça dépend le discours qu'on lui a servi. Si on lui a dit, allez, fais le dos rond pendant un an et l'été prochain, il y a des chances pour qu'il parte et machin, et que tu aies un rôle plus important. Peut-être que c'est ce qu'on veut. Non, mais c'est sûr qu'en NBA, en plus, les mecs font souvent le dos rond parce qu'ils n'ont pas un ego surdimensionné. Ça doit être super facile à vendre. C'est ça. C'est justement pour ça que c'est pas le discours qui lui a été dit. Et peut-être qu'on lui a vendu ça en disant l'année prochaine, tu auras plus de responsabilités. Tu seras, par exemple, titulaire aux côtés de Steph Curry sur la traction arrière. Ou alors, tu seras notre 6e homme attitré en sortie de Steph Curry parce que Steph Curry va commencer à vieillir aussi. Il va falloir plus gérer son temps de jeu, etc. Franchement, Jordan Poole, vous lui dites ça en lui disant l'été prochain, on te ramène un ou deux All-Stars à côté de vous pour encore vous aider. Peut-être qu'il va dire ok, pendant un an, je fais ce que j'ai à faire, je montre mes capacités, histoire de prouver quand même que mon contrat, je ne l'ai pas volé.
mais j'attends de voir ce qui se passe l'été prochain. Et c'est possible. Pour terminer cette discussion sur les Warriors, l'été bouillant qui arrive, est-ce qu'il faut absolument miser et faire all-in sur ceux qui ont déjà gagné quasiment 4 titres, donc les Steph Curry, les Klay Thompson et Draymond Green, quitte à aller chercher justement à reconstruire avec des joueurs qu'on peut trouver aussi, ou alors il faut commencer à préparer, à faire un petit peu la place à des... On n'a pas parlé de Kuminga aussi, mais il y a des joueurs comme ça qui frappent à la porte. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se dire qu'ils font partie de l'histoire et maintenant il faut leur donner une place un peu plus importante? Il y a un peu de ça, mais moi je serais plus partisan effectivement de les faire terminer les 3 ensemble pour voir jusqu'où ça va. Peu importe comment ils terminent. Voilà, après pas jusqu'à 40 ans non plus, mais est-ce que Jordan Poole, est-ce qu'il est transférable? C'est quand même un très gros contrat, parce que s'ils veulent mieux entourer le trio, il faudrait transférer éventuellement Jordan Poole. Mais contre qui? Il y a plein de questions qui se posent, et c'est vrai que Curry, là, donc c'est 35 ans. Ça se voit qu'il en a encore sous la semelle, mais combien de temps, quoi? Et puis, celui qui m'inquiète le plus, c'est Klay Thompson, quand même. Parce que là, il a quand même été assez décevant lors de ses playoffs. On ne parle plus de Game 6 Klay. Ouais, mais Klay Thompson, il ne faut pas oublier quand même qu'il revient d'une saison qui, l'année dernière, il était en retour de blessure. Qu'il est revenu de manière tonitruante, exceptionnelle, le Phoenix. Et qu'à un moment, il fallait s'attendre à un coup de mou. Et là, le coup de mou a duré. Alors, est arrivé au mauvais moment, ok. Mais simplement un coup de mou, Fred? Ou est-ce que... C'est normal, hein. Non, mais c'est normal. C'est complètement normal. En fait, en général, quand tu reprends, il t'arrive d'être tonitruant et d'être magnifique au début. Et là, en plus, sauf qu'à un moment, tu le payes. À un moment, tu le payes. D'accord, mais est-ce qu'il a cette capacité encore à remonter la pente, finalement, avec je pense que 33 ans? C'est le mec qui a un mental, et je pense que... Ok. Après, est-ce que le physique va suivre? C'est ça la grande 82 matchs, je pense qu'ils devront être gérés maintenant. Toutes ces stars qui dépassent allègrement les 35 ans devront, à mon avis, être gérées par le coach Steve Kerr. On va continuer et discuter NBA, notamment des finales NBA dans le focus de la semaine. Dernière discussion ensemble, messieurs, les finales NBA ont lieu en ce moment, ça se passe sur Beansport, la chaîne du basket US, on le rappelle. Un partout dans la série, premier match remporté à domicile par les Denver Nuggets, 104-93, avec de belles performances, mais on le verra un petit peu plus tard. On va aller tout de suite sur le Game 2 pour parler de l'égalisation donc du Heat. L'égalisation, voilà, courte victoire, mais victoire quand même, à l'extérieur pour le Heat, 111-108. On va essayer d'analyser un petit peu, même si on ne les a pas vus ici, les deux matchs, au travers d'une dimension collective et surtout des performances individuelles, notamment celle de Nikola Jokic qui règne quand même sur ce début de finale NBA. Premier match, messieurs, 104-93. On attendait quand même Denver favori, mais on se posait la question ici de savoir comment ils allaient redémarrer après une longue pause. Finalement, ils ont été quand même un peu en mode rouleau compresseur. Fred, on les a trouvés capables de tout, c'est-à-dire tirer à 3, de poser les formes offensives et puis de défendre dur sur Jimmy Butler. En fait, on a eu une équipe de Denver qui a eu une très grande pause et une équipe de Miami qui a eu une toute petite pause. Donc du coup, c'était soit l'un, soit l'autre. Et c'est vrai que pour le coup, c'est Denver qui a le mieux attaqué ces finales. Parce que c'est ce qui expliquait Alex Spoelstra, c'est que il a commencé les finales comme il avait fini les finales de conférence face à Boston, avec le même 5, sans forcément s'ajuster, avec sa défense de zone. Et le problème, c'est que une défense de zone face à Denver, surtout quand ça commence à mettre dedans, parce qu'on peut remontrer le pourcentage à 3 points de Denver sur le premier match, c'est juste exceptionnel. Ça mettait tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de déchets sur ce premier match. Vous voyez, ils sont à 56%. 56% au tir. Il y a tout qui rentrait. Vous avez des joueurs hyper athlétiques comme Michael Porter Jr. et Aaron Gordon qui se sont régalés dans des backdoors. Quand vous avez Jokic poste haut qui vous serre en bas, mais c'est tellement facile pour ces deux joueurs-là qui sont hyper athlétiques. Vous avez des sorties de banc qui sont très bons, un Bruce Brown qui continue de vivre de super playoffs. C'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup. KCP, c'est pareil. Puis bon, on ne parle même pas du monstre à deux têtes, Murray Jokic. Donc sur ce premier match, tout a parfaitement cliqué pour Denver face à une équipe de Miami qui était encore un peu dans la tête à Boston et qui n'était pas encore rentré complètement dans ses finales. 2 lancers francs seulement pour le Heat sur ce premier match. Comment on explique ce manque d'agressivité pour le coup, quand on sait qu'on a un Jimmy qui agresse quand même pas mal le cercle? Là, il n'a rien agressé du tout. Là, hein. Voilà, alors, il avait peur déjà de la taille parce qu'il a fait très peu de drive, parce qu'il s'attendait, vu les grands échalas qu'il y a derrière. Et peut-être qu'ils étaient encore sous le coup du Game 7 gagné face aux Celtics, qu'il y avait de la fatigue. Mais ils ont vraiment réajusté sur le deuxième match. L'altitude,
LeBron l'avait dit, hein, quand on va jouer à Denver, on est un peu impacté parce qu'on joue en altitude. Est-ce que ça compte ou pas? C'est pas la Bolivie non Sinon, plus, les Nuggets seraient avec 15 titres NBA et on en parlerait même pas. C'est vrai que c'est pas le cas, c'est leur première finale NBA, on peut le rappeler. Donc, écart... Bon, après, ils ont toujours été très bons là, à domicile quand même. Oui. Principalement cette saison, ils sont vraiment Mais ils étaient invaincus à domicile. Ouais, c'est ça. Et même sur la saison régulière, je crois qu'ils font l'un des meilleurs bilans de C'est leur l'histoire. première défaite à domicile depuis le 30 mars, là, seulement. Donc, bon. Ah oui, donc c'est... Ils ont une série de 16 victoires, je crois, à domicile. C'est Donc quand même une le belle LeBron série. a peut-être un peu raison. Un peu raison. Les performances individuelles, messieurs. C'est ça. Nikola Jokic, double MVP de la saison régulière, qui fait ses premières finales NBA. Ça se passe plutôt bien. Premier match, 27 points, 10 rebonds, 14 passes à 66%. Et Bam Adebayo, qui a quand même essayé de se montrer, qui s'est montré. Alors pour le coup, Bam Adebayo, on a tellement dit qu'il allait se faire marcher dessus par Jokic. Alors oui, il se fait marcher dessus, mais c'est l'un des rares de Miami à être régulier pour l'instant sur les deux premiers matchs. C'est ça, 52% au tir pour Bam Adebayo. On est d'accord, avantage Jokic, il n'y a pas photo. Il faut s'écarter un peu. Comment l'arrêter Jokic? Comment on peut l'arrêter? On peut pas. Le diminuer, réduire un peu sa production. Comme ils l'ont fait. Pour moi, comme ils l'ont fait exactement. C'est-à-dire que son impact, il est scoring, rebond, mais surtout passe. Et le fait qu'il fasse que 4 passes, moi, je pense qu'ils l'ont arrêté en fait. Parce que Denver était plus maladroit aussi. Ils ont été plus maladroits et il a été obligé de marquer plus de points. Faire des passes décisives, il faut le passeur, mais il faut le shooter aussi. Non, mais dire, si le faut trouver le shooter ne rentre pas, il n'y a pas de passe décisive. Et pour le coup, sur le deuxième match, Denver a été beaucoup plus maladroit sur les tirs ouverts. Eh ben, passe d'Es, justement, merci. Deuxième match, gagné par le Heat à l'extérieur, donc 111-108, avec une adresse retrouvée à 3 points, hein, quasiment 50%, 48,6 sur un volume important. Ça marque toujours un match. L'adresse, par contre, à 3 points de Denver qui chute à 39%, 38 rebonds quand même pour Denver. Et puis un écart max quand même de plus 15 pour Denver, mais ça n'a pas suffi à prendre le match. Tu posais la question sur comment gêner, on va dire. Gêner. Déjà, gêner Nikola Jokic. Pour moi, c'est un peu le même souci, la même gestion entre guillemets que pour un Victor Wembanyama. Et on l'a vu sur le match 2 contre Miami, dans cette défense de zone un peu hybride, pas vraiment de la zone, mais pas vraiment de l'individuel non plus. Il y avait beaucoup des joueurs physiques, de petite taille, qui venaient se coller à Nikola Jokic, mais vraiment se coller, se mettre presque en dessous de son coude. Et à partir de ce moment-là où vous l'agressez presque physiquement, vous l'obligez à sortir d'une zone de confort. Jokic, c'est un artiste. C'est un joueur qui a besoin d'espace, qui va voir le jeu, etc. Et à partir du moment où vous lui mettez un joueur atypique en défense et physique sur lui, qui va un peu le bousculer, un peu lui masser les côtes, là déjà, il peut dans sa tête sortir un petit peu et avoir moins d'impact. Alors oui, il va avancer, il va scorer au-dessus de la tête du défenseur, mais il va avoir moins cette aisance qu'il peut avoir. Cette facilité à faire jouer et à jouer. Fred, on t'a occupé le poste quand même d'intérieur. Le type de défense qui peut gêner justement à l'intérieur. Tu rejoins un peu Fred, c'est ça, c'est ça m'ennuie de le rejoindre pour une troisième fois, mais oui. En fait, le défi physique, c'est surtout l'attaquer aux hanches. Parce qu'à partir du moment où tu as quelqu'un de plus bas, sur un centre de gravité plus bas, qui te pousse au niveau des hanches, on le voit surtout sur Victor, qui lui est un peu moins gainé, un peu moins costaud que Jokic, mais Jokic aussi, tu as moins de facilité de mouvement en fait. En fait, plus tu es grand, plus tu es gêné par un mec qui t'embête là. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est une solution. Paul, la satisfaction du côté du 8, elle vient de qui? Gabe Vincent ou alors plutôt on a quand même un moteur qui essaie de faire des choses. On n'a pas encore parlé de Kevin Love. Alors, parlons de Kevin Love. Kevin Love qui n'avait pas joué depuis 3 matchs, qui impacte directement l'entame. C'est entré dans 5 sur le match 2. Voilà, et en plus il aide, comme lui va défendre sur Aaron Gordon, Butler peut défendre sur Murray. Donc c'est beaucoup moins épuisant, c'est beaucoup moins grand. Donc Kevin Love a vraiment eu un impact très important. On a moins vu Caleb Martin qui était malade, qui a fait quand même une vingtaine de minutes. L'adaptation de Spoelstra. Et Spoelstra qui est formidable. Même si après il a dit que le but c'était pas de faire de Jokic seulement un marqueur. Mais au final c'est ce qui s'est passé. La réponse a fusé là. Voilà. C'est ce qui s'est passé et au final, on voit que quand Jokic marque plus de 40 points, Denver perd toujours. En tout cas dans ses playoffs, ils sont à 0-3 quand Jokic marque plus de 40 points. Forcément scouté par l'ancien assistant vidéo qui était Eric Spoelstra. Et qui sera avec Team USA auprès de Steve Kerr lors du mondial d'ailleurs. Très bien. Ça devrait aider quand même ces jeunes joueurs peut-être à s'en sortir. Est-ce que la finale est lancée, Fred, un partout? On retourne du côté de Miami. Est-ce que avec on sait la finale elle s'est lancée dès le début. Denver, ils n'ont pas attendu le match 2 pour attaquer leur finale. Donc oui, la finale elle est partie. Maintenant, c'est vrai que à 2-0 Denver.
Ça pouvait commencer à sentir le rouchiche comme. Est-ce que Miami, a quand même récupéré l'avantage du terrain, comme on le sait, mais est-ce qu'il y a un petit avantage psychologique de prix là maintenant? Parce qu'on va jouer à domicile de match. Il y a franchement Mike Malone et comme Eric Spoelstra. Ils sont sûrs de leur basket. Mais bien sûr, ils savent ce qu'ils font. Denver peut très bien prendre les 2 prochains à Miami. Hein. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas un moment où on a l'impression que Denver se dit qu'est-ce qu'il faut changer. Non, parce que voilà, encore une fois, hein, les pourcentages à 3 points remontent pour Denver. Vous avez de nouveau Jokic à 12 passes décisives et vous avez Denver qui peut reprendre encore 20 points d'avance et calmer Miami en Floride. Hein. Faut que Michael Porter Jr. soit un peu meilleur qu'au match 2. Parce que là, il a fait son pire match des playoffs. Ouais. On a aussi vu des erreurs inhabituelles de KCP, pourtant un excellent défenseur, qui fait, je crois, 3 fautes à 3 points. Donc il donne 9 points possiblement. Enfin, voilà, donc ça c'est et il faut rappeler aussi qu'ils ont quand même eu la balle d'égalisation ratée par Murray à la fin. Tout à fait. Avec tous les problèmes qu'ils ont eu, il manque d'arracher la première. Il y avait ce 0 là, il n'y aurait pas de scandale. Il n'y a pas de marge quoi. Tu parlais d'erreur justement, Jamal Murray qui s'est exprimé donc après le game 2 perdu donc par les siens. On a empilé les erreurs et on n'a pas su s'en remettre. On doit rester unis et passer à autre chose. Il faut jouer avec intensité pendant tout le match. On ne peut pas se contenter de sursauts à la maison ou à l'extérieur. Ça ne change rien. Il faudra montrer un meilleur visage. Donc ça rejoint un petit peu effectivement ce que tu disais. Ils sont conscients quoi. Ouais. Peut-être ouvrir aussi un peu le banc, encore un peu plus, peut-être le banc du côté de Denver. Encore une fois, c'est moi j'y crois pas. Non. Moi j'y crois pas parce que ça tourne bien comme ça. Je vois pas pourquoi. Non, ils ont un Christian Brandt par exemple. Il était très bon les rookies. Ouais. Voilà, je veux dire, c'est un joueur qui dans ses playoffs et même durant la saison, hein, quand Mike Malone l'a utilisé. Durant la saison, il a toujours répondu présent. Et c'est vrai que c'est une équipe qui est parfaitement construite. Il n'y a rien à changer. Il faut juste que la pièce tombe plus d'un côté ou de l'autre. Là, ils ont quand même mené de 15 points. Et encore une fois, ils ont eu le ballon pour égaliser. Oui. Donc, attention, il ne faut pas les enterrer, les Nuggets. Hein. Bon, attention, on va suivre la suite de la série. Et je crois qu'à Miami, ils vont couper la clim, tout ça. La salle monte à 42, 43 degrés. C'est possible. Match 3, de mémoire, je ne sais pas. 2h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Sur Bein. Bon, voilà. Rendez-vous est pris. Merci Paul pour cette... On va peut-être écouter Fred. Allez, on va se lancer pour terminer sur un petit prono là, pour la suite de la série. Est-ce que vous voyez Denver prendre un match à l'extérieur? Oui. 2 matchs à l'extérieur? Non. Ok. Non, pareil, je dirais 4-2 pour nos amis de Denver. Messieurs. Je n'aime pas du tout cette journée parce que je suis d'accord maintenant avec Paul. 4-2 aussi. Je pense qu'ils vont en prendre un et puis après, voilà. Bon, affaire à suivre, ça se passera du côté de Bein Sport. On va remercier Fred d'avoir été Merci à vous. Hype avec nous. Puis on va t'écouter partout. Je serai avec Fred sur les bords terrain pendant les finales de Betclic Elite. Tout à fait. On va se régaler également. Comme Roland Garros ou pas alors? On ne sait pas. Comment? Roland Garros ou pour la finale? On ne sait pas. Quel que soit l'écran, la finale est superbe. L'affiche est superbe, donc on va se régaler quoi qu'il arrive. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Merci. Je ne vais pas rebondir là-dessus. On va féliciter là-dessus, Fred pour ses déclarations subtiles. Merci Fred. Merci beaucoup. On se retrouve très vite Fred. Certainement. Merci Paul. Merci à vous tous. Et on va remercier la régie de Sport en France et on va vous souhaiter une très bonne journée ensoleillée. Ciao.